C'est une vidéo importante, une de celles que je réserve pour le dimanche. C'est pas sûr que j'attende jusqu'à dimanche, parce que ce truc, boum, je l'ai eu en 24 heures. Ouh, c'est pas si souvent. Et ça me secoue de tout en bas jusque tout en haut. Alors là, il faut que j'en parle. En 35 ans de publication, un peu plus, j'ai eu 4 éditeurs. C'est de ça dont il va être question. Le premier, non des moindres, Jérôme Lindon. Jérôme Lindon qui me refuse, un an après qui m'accepte. Entre les deux, il y a eu des discussions, notamment avec Paul Tchaikovsky-Laurence, Christian Bourgois, Denis Roche et Retour. Ça a duré... J'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a eu Verdier. Ce sera ma 3e partie, puis pour revenir sur ces questions éditoriales, comment je les ai traversées et pourquoi ce bouquin, je le prends dans la tronche. Ça a été Gérard Bobillet à Verdier. Là encore, des années très denses qui sont une énorme bifurcation dans mon travail, bifurcation que justement Minuit ne pouvait pas accepter, et puis quelque chose qui recoince avec Verdier, et là, Fayard, avec La Rencontre, en 1996. Ah ouais, ça fait 24 ans quand même. D'un gars qui s'appelle Olivier Bétourné, que j'ai toujours considéré comme quelqu'un de plus vieux que moi. Il l'est, mais simplement de 2 ans. C'est une des rares personnes au monde que j'ai toujours vouvoyé. Même une fois, il m'a dit, il faut qu'on se tutoie. Je lui ai dit, mais j'arrive pas. Et avec Bétourné, ça sera ça tout à l'heure, des grosses cassures. Pas cassures entre lui et moi, c'est-à-dire dire, tu choisis le bonhomme, donc les cassures qui lui sont imposées, tu les traverses toi. Et les traversant toi, c'est tout ton parcours d'auteur qui va s'en trouver affecté, durement, gravement. Jusqu'à la 4e figure, La Rencontre d'un 4e éditeur, et avec celui-là, je vous assure qu'il est aussi grand que les 3 autres, et que ça marche, j'édite moi-même mes livres. Just kidding, comme on dit. Des éditeurs dont je vous ai parlé, ni Jérôme Lindon, ni Gérard Bobillet n'ont eu la chance de pouvoir revenir par écrit sur leur parcours. Bétourné a été foutu dehors du Seuil en 2018, il y a 2 ans. Ah, on s'est vu plusieurs fois, mais là, depuis 15 mois, je n'avais pas de nouvelles. J'ai commencé à trouver ça le temps un petit peu long. Ben voilà à quoi il s'occupait. Il a fait quoi? Il a raconté sa vie. Tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Surtout que la vie de Bétourné, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Ben, il n'y a pas grand-chose dedans. Ça se passe tout dans les maisons d'édition. Et bien justement, voilà qu'on a 600 pages d'une traversée intérieure de toute la machine éditoriale en France, disons de l'après 68 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça dépasse largement mon petit cas personnel, son cas à lui. C'est quelque chose où on a une histoire de la scène intellectuelle, d'une scène intellectuelle qui croit à elle-même et impose qu'on croit à elle-même. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec, il n'y a plus rien que du fric, il n'y a plus rien que des groupes, des achats, des reventes, il n'y a plus rien que des bulldozers. C'est d'un triste. Et pourtant, les types comme nous, Bétourné comme moi, on y a donné tout ce qu'on avait de meilleur. C'est ce qui nous a fabriqués. Alors je vais lire 2 passages de cette espèce de somme, mais c'est une somme rapide, vous savez, au sens où Saint-Simon, à la fin du 8e tome Pléiade, il vous dit « Je n'ai jamais pu me défaire d'écrire vite ». C'est pas écrit vite, j'étais même hyper surpris, il y a des pages formidables. Alors que dans le rapport à l'éditeur, on a toujours l'illusion de croire que c'est nous la plume et c'est lui la logistique. C'est toujours plus ambivalent que ça. Tout à la fin, il y a une espèce de codicille, on appelle ça conclusion. C'est un texte de 5 pages, je vais peut-être lire juste un bout, le début de ce codicille, ça s'appelle « L'unité d'une vie ».
en 6 pages. Et je crois que c'est ça aussi qui me relie encore aujourd'hui à Olivier. Je comprends que dans ces ruptures qu'on a assumées ensemble, et qui fait que c'est ça le paradoxe. On n'est pas les gagnants. Les gagnants, c'est les crabes, c'est le bulldozer, c'est les tanks. Mais justement, parce qu'ils nous ont foutus de côté, peut-être qu'on regagne autre chose, justement, qui s'appellerait littérature. Même si cette condition même, la notion d'édition, c'est un livre qui se passe entièrement dans Saint-Germain-des-Prés, messieurs, dames, avec une petite excursion chez Albin Michel du côté du cimetière Montparnasse. L'unité d'une vie. En édition, comme dans tous les domaines de la création, mon admiration va d'abord aux inventeurs de forme. Artem Fayard et le livre à 4 sous. Henri Filipacci et le livre de poche. Jacques Chiffrin et la Pléiade. Bien entendu, la plupart de ces créations ne sont pas spécifiquement françaises, la plupart du temps. Même, elles ne sont qu'adaptations hexagonales à des découvertes réalisées en dehors de nos frontières. C'est souvent par commodité cocardière que nous plaquons le nom d'une personnalité bien de chez nous sur l'invention en question. Chacun sait que le livre de poche et les clubs du livre ont connu un début de prospérité en Allemagne et outre-Atlantique avant de conquérir la France. Mais qu'importe au fond l'identité, la nationalité de l'inventeur, pourvu qu'à intervalles réguliers, les conditions d'accès à la culture s'enrichissent de nouveaux procédés. On invente à chaque époque. Le livre électronique n'a rien à envier au livre imprimé dans l'ordre de la création, et tout ce qui élargit l'accès à l'écrit mérite d'être salué comme une contribution à la vie de l'esprit. Il va de soi que la génération d'éditeurs à laquelle j'appartiens est profondément attachée à la tradition du livre imprimé et à ses dérivés. Pour autant, nous ne négligeons pas leurs concurrents contemporains et apprécions tous, évidemment, les facilités qu'offre la technologie numérique en matière de fabrication, de commercialisation du livre. Mais la diffusion de cette technologie via les puissances industrielles et commerciales qui en assurent la promotion contribue aussi à bouleverser les conditions d'exercice du métier. Les nouveaux géants du numérique défient les groupes traditionnels d'édition. L'auto-édition via Internet brise le monopole des éditeurs classiques. La diversification des modes de communication culturelle met à bas la suprématie symbolique du livre dans l'ordre culturel. Pour l'heure, ces évolutions privilégient la demande sur l'offre. Les structures traditionnelles de l'édition, parce qu'elles sont bousculés par les contractions du marché, concentrent leurs efforts sur la rentabilité à court terme, autrement dit, l'attente du public. Parallèlement, le goût formaté des classes moyennes infléchit toujours davantage la pente de la consommation en direction des listes de meilleures ventes. Difficile de se tenir à l'écart de ces tendances lourdes. Les petites structures y parviennent mieux que les autres, bien sûr, mais ne rêvons pas. S'il est toujours plus agréable de décider d'une publication dans le secret de son bureau qu'en en soumettant la validation à un directeur général issu du contrôle de gestion, il est souvent plus périlleux de dépendre de son banquier que de son actionnaire, pour pasticher la formule de Claude Durand, qu'on retrouve beaucoup dans ce livre, Traverser le seuil. Ensuite, formidable aventure éditoriale chez Fayard, puis justement le clash avec Bétourné. Tout ça, je l'ai vécu. Personne fascinante disparue. On peut éprouver de l'admiration pour tous ceux qui ont pris le risque d'engager leurs moyens personnels dans cette galère qu'est l'édition de création. C'est mon cas. On peut aussi, au nom du même objectif culturel, considérer que les maisons de taille moyenne, à condition qu'elles parviennent à échapper aux logiques de groupe, offrent les meilleurs moyens de peser sur le marché et d'en infléchir le cours. C'est le choix que j'ai fait depuis 40 ans. Non que j'ai songé, moi aussi, à tel ou tel moment de ma carrière, à fonder une maison bien à moi, mais parce que tout compte fait, ce que je sais faire le mieux en édition s'accorde au plus juste avec cette option. Ce que je sais faire le mieux, lire, exercer mon jugement sur ce que je lis, en travailler la forme avec son auteur, partager ma conviction de lecteur avec autrui, curieuse activité en vérité. Car l'essentiel du travail consiste à se lover dans l'imaginaire d'un autre, à en apprendre la grammaire, à en assimiler la logique, à en épouser les apories aussi pour l'aider, si faire se peut, à se hisser au sommet de lui-même. Il y faut de l'abnégation, de la concentration,
Elisabeth, la compagne de Bétourné, Elisabeth Roudinesco, psychanalyste, historienne de la psychanalyse aussi, prétend que je pourrais mordre quand on fait irruption dans mon bureau en ces heures-là. Une détermination de forcené à s'extraire de la jungle dans laquelle, une fois encore, on a entrepris de s'enfoncer, machette à la main, la jungle de l'altérité, cette confrontation avec une raison qui n'est pas la vôtre, mais qu'au sortir de la traversée, vous aurez le sentiment d'avoir porté sur un trône comme on élève un roi. Porter l'œuvre qu'on a élue à tous les publics susceptibles d'y accéder, telle est ma conception du métier d'éditeur, je l'ai dit. Définition simple, mais qui engage à différents niveaux et tout bien considéré. C'est la maison de taille moyenne qui me paraît offrir le meilleur compromis pour atteindre l'objectif. Mais alors que reste-t-il du travail accompli à l'heure des bilans, si le nom de l'éditeur n'est pas venu labelliser les... etc. etc. Voilà, ça c'est la teneur, c'est son écriture. Et pour entrer plus en détail dans un moment de cette espèce de traverser par un tunnel de l'intérieur de toutes ces maisons d'édition depuis 30 ans, mais par ce tout petit territoire où ça bouffe ensemble. Il y a le nom des bistrots, comment on organise les rendez-vous, comment on négocie. Il y a évidemment les questions de bureaux, de partage des bureaux. Et ce qui est fascinant, c'est que justement, ils y passent tout ça. Dans l'amitié. Quand Paul Tchaïkovski, Laurence se viande en voiture, etc. Un moment qui, pour moi, évidemment, me touche. Donc, la première partie, c'est ce qui a été la première étape de la vie de Bétourné, c'est entrer au seuil, juste en 73, 74, par la toute petite porte, juste comme lecteur, annotateur de manuscrits, et puis petit à petit devenant directeur général. Ensuite, premier clash, se retrouver chez Fayard, une expérience qui durera presque 10 ans. C'est là, moi, où j'arrive dans le livre aussi. Pierre Michon aussi. J'ai dans mon appareil photo, dans mon petit disque dur qui est là, une photo précisément d'Olivier. On était invité à Toulouse. À côté de lui, c'est Aliénor Mauvigné d'Ombre Blanche. C'est là où on faisait la promotion de je ne sais plus quel bouquin à moi. Lui venait de recevoir le coup de fil d'Hachette, l'informant qu'il était viré. Et il a fait comme si toute la journée, il n'y a que dans l'avion au retour, où j'en ai été le premier informé. Une période donc ensuite où il travaille chez Albin Michel, 4 ans. C'est peut-être le passage le plus étonnant du livre, et pour moi le plus aussi... là où toi tu arrives avec tes manuscrits, tes livres... Une machine formidable, c'était génial. Ouais. Albin Michel travaille en petit commando avec les graphistes, les maquettistes, les services de presse. Tout. Jamais vu une telle efficacité, une telle attention, mais tu te rends pas du tout compte de l'enfer qui couve dessous. Et puis ensuite, une autre aventure qui là me pose beaucoup plus de questions, c'est Olivier, président du Seuil, 2010-2018, et moi de l'avoir rejoint. Et on en parle en troisième partie. Je vais lire juste quelques pages dans l'antre du Fauve. Ça, c'est parce que Fayard appartient au groupe Hachette. 3 saisons loin des miens. C'est son arrivée chez Albin Michel. Pour rejoindre le 22 rue Huygens, c'est le boulevard du Montparnasse qu'il me suffirait cette fois de franchir. Pas plus de 200 mètres séparaient Fayard d'Albin Michel. Mais carrefour Vavin, fini les antiquaires, terminé la mode et le luxe, place au cinéma, aux brasseries, déjeuner d'affaires, au café en terrasse, mais aussi au bout de la rue Huygens à la mort. Tout autour d'Albin Michel, des urnes, des plaques, des fleurs de cimetière. Quelques-uns de mes amis reposaient à quelques mètres de là, de mes amis rêvés. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Brancusi, Joris Ivens. D'autres, des amis proches cette fois, les y rejoindraient quand j'aurais quitté la rue Huygens. Stéphane Hessel, Georges Wolinski, François Maspero, Claude Lanzmann. Albin, c'est la tradition fécondée par l'ultramodernité. Côté tradition, Francis Esménard, régente son monde depuis la cabine de pilotage que Jean-Michel Velmotte lui a aménagée sur mesure. À l'évidence, Francis se sent bien dans ce bureau exigu. Albin Michel, c'est comme ces anciens magasins qu'on trouve au Bonheur des Dames de Zola, une espèce de grande cour
chapeauté d'une verrière qui sert pour les palettes de bouquins, puis tout autour, donc sur la rue, un couloir avec le bureau directorial, choses là, les services secondaires un peu au-dessus, et puis les deux ailes avec toutes les questions de logistique, de fab. Francis se sent bien dans ce bureau exigu, où l'air qu'on respire est soufflé par la généalogie familiale et à l'occasion imprégné d'une bonne odeur de tabac. Son père Robert avait épousé la propre fille d'Albin Michel. Le passage de relais entre le fondateur et son gendre s'était effectué en 1943. Francis a pris la suite en 1967. La modernité, c'est Richard. Passion pour l'art contemporain, élégance discrète et fonctionnelle, coiffure au millimètre, rien dans sa mise n'est laissé au hasard, pas davantage dans ses reparties sauvages. Richard n'improvise pas, il sait parfaitement à qui il a affaire et jusqu'où il peut aller trop loin. N'essayez pas de lui rendre l'appareil, ne tentez pas le contre-pied, il se dérobera en s'accablant lui-même de toutes les insuffisances de la terre, surtout ne pas donner prise. Ceux qui l'aiment bien sourient au numéro du jeune Creusois, monté à Paris pour en remontrer aux gens de la capitale. Ceux qui le détestent le peignent volontiers en narcisse prétentieux, à l'usage plutôt pervers. Moi, j'appartiens à la première catégorie, carrément indulgent avec Richard, parce qu'il a du talent et méprise les lèche-bottes. Francis me fit bon accueil. L'affaire n'était pas jouée d'avance, puisque c'est Richard, donc Richard Ducousset, qui doit être l'adjoint ou le directeur général de Francis Esménard, celui qui pilote la maison. Puisque c'est Richard qui m'avait introduit auprès de lui, j'ai dû sans doute ma bonne fortune à la détermination de mon introducteur, indirectement soutenu par celle de Michel Ragon, qui sut trouver des mots auprès de Francis Esménard pour faire valoir mes mérites à l'heure de la décision. Il lui écrivit dans le courant du mois de juillet. C'est par son c'est bien fini, mais c'est ça aussi qui est étrange quand vous prenez 40 ans. C'est-à-dire dans les nappes qui se superposent dans le livre d'Olivier, c'est qu'est-ce qui change du statut de l'écrivain. Bon, c'est un livre qui parle de l'intérieur de ce mécanisme de l'édition qui est tellement centré sur lui-même que les auteurs, en gros, c'est périphérique. Les libraires, c'est périphérique. Les lecteurs, encore au-delà des articles de presse, etc., c'est très périphérique. La presse, ces types-là vivent en lisant Livre Hebdo et Le Monde. Enfin, vivaient. Ils auraient mieux fait de laisser un peu ça de côté. Tout d'un coup, on a l'histoire très concrète, quand vous le lisez en tant qu'auteur, de comment une société attribuant un statut symbolique à l'auteur pour sa propre idée de valorisation intellectuelle de monde qui fonctionne sur d'autres valeurs, ça disparaît. Et à chaque fois que ça disparaît, ce qui se déchire, la déchirure revient là, en plein milieu du dispositif éditorial lui-même. Et c'est ça qui fait de ce bouquin un vrai polar. Il est bien certain que cette entrée rue Huygens, je la devais surtout à Richard Ducousset. C'est Richard qui m'avait tendu une première fois la perche quand le courant menaçait de m'emporter en pleine affaire Renaud-Camus, clash que j'ai traversé moi aussi avec Olivier chez Fayard. C'est lui qui était venu me chercher à l'heure de la rupture. C'est lui qui, le premier, avait plaidé ma cause auprès d'un Francis Esménard qui ne me connaissait pas. Or, tout de même, m'inviter à rejoindre le directoire de la rue Huygens, où siégeaient sous la présidence de Francis, Richard et Bernard Favreul, directeur général, homme à tout faire de Francis, c'était un sacré pari. Francis se laissa donc convaincre de tenter l'aventure, et si notre déjeuner, place des Invalides, vous verrez cette géographie des bistrots, c'est rien que ça, c'est un bouquin dans le bouquin. Je crois que sa religion était faite lorsque nous nous sommes assis tête à tête. Mais je retirais de ce déjeuner la conviction que rien ne me serait donné, qu'il faudrait que je me fasse une place par moi-même dans le dispositif cadenassé qu'il me présenta. Tradition, modernité. Si Francis tenait la boutique avec bonne humeur, autorité, alternant colère homérique et douceur d'enfant repenti, si l'ombre de Pierre Benoît, son parrain, hantait encore les sombres recoins du magnifique espace à coursives conçu par Villemotte dans les anciens entrepôts acquis par Albin Michel en 1910, c'est Richard qui avait, en quelque sorte, repeint la maison en blanc. Car Albin Michel, c'est une maison blanche. Son stand en témoigne au Salon du Livre de Paris. Les couleurs sont belles sur ce fond blanc. Richard s'y entend en matière de graphisme et d'esthétique. Il est capable aussi de changer 10 fois d'avis à l'heure du choix d'une couverture avant de revenir à son point de départ. Et justement, le secret de la formidable réussite d'Albin est là. L'attention portée à chaque détail, la conformité de chaque décision éditoriale avec le désir supposé du consommateur final. L'édition comprise comme une entreprise de marketing au service de passions immémoriales
éditoriale du peuple des lecteurs. Telle est la marque de cette machine à fabriquer des best-sellers. Francis n'a pas son pareil pour communiquer son enthousiasme de lecteur. Richard, lui, sait comme personne extraire des livres leur concept. Autrement dit, l'idée qui permettra aux différents services de la maison, maquette, marketing, commercial, publicité, etc., de travailler ensemble et dans le même sens à la réussite de la commercialisation du livre. Chez Francis, le lecteur est la condition de l'accomplissement du geste. Chez Richard, c'est exactement le contraire. Qui dit mieux à l'heure de l'évaluation des tandems dans l'édition? C'est impressionnant à voir, j'ai beaucoup appris. Rien de ce qui concerne un projet n'est gravé dans le marbre chez Albin. Jusqu'au dernier moment, la programmation d'un livre peut être modifiée. Chaque réunion, programmation suivie de l'activité commerciale représentant est l'occasion de passer au crible le bien fondé de tel positionnement, de tel type de présentation, de tel choix de couverture. D'une réunion à l'autre, tout est susceptible d'être remis en cause. Si, en dépit des nombreux revirements, changements de maquette ou de présentation, l'éditeur direct du livre ne développe pas un discours suffisamment convaincant aux oreilles de l'un ou de l'autre, oui, le livre sera déprogrammé in extremis dans l'attente d'une plus grande cohérence éditoriale. Une fois publié, la mise en marché de chaque titre fera l'objet d'un examen serré, égard aux attachés de presse qui ne donneraient pas le change semaine après semaine, gare aussi à la direction commerciale qui, par définition, n'en fait jamais assez. Le secret de la maison, en bref, une équipe de représentants salariés par la maison, condition nécessaire. Un duo d'attaque sans pareil. Un acharnement au quotidien, sans égard particulier pour les personnes. Le prix à payer est lourd pour les collaborateurs. Prise en tenaille entre les foucades de l'un, les provocations de l'autre, évoluant entre saillies caractérielles et séquences hystériques à répétition, il faut beaucoup d'aplomb aux administrés d'un tel chaos pour ne pas sombrer dans la mélancolie, d'autant plus que les deux séducteurs s'entendent comme larrons en foire et que sous couvert de détestation cordiale, le tandem ne donne prise à aucune manœuvre de division. Francis sait ce qu'il doit au jeune publicitaire qu'il avait fait venir en 1976 pour dynamiser une maison alors en difficulté. Richard admire la façon dont l'héritier plus ou moins méprisé à ses débuts, Francis le dit lui-même, a su bâtir un petit groupe indépendant à force de perspicacité et de maquignonnage. Francis et Richard se comprennent, se respectent. Richard est vraiment intelligent, ça on ne peut pas lui retirer, me dira Francis à plusieurs reprises. Francis est incroyable, s'abandonnera plus tard plus d'une fois Richard en ma présence. Un sourire songeur aux lèvres, à eux deux, Albin Michel. La plus belle réussite éditoriale de ces 50 dernières années. Or, Albin est une maison de droite, comme le Seuil est une maison de gauche. Rien d'agressif dans l'art de cultiver ses convictions. Non, une simple façon d'être, voilà tout. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, qu'on n'y publie pas des auteurs venus de la gauche, mais on le fait un peu comme au Seuil, on prend bien garde de se couvrir à droite. L'esthétique de Richard est de droite, d'ailleurs. Je sais ce qu'il y a de contestable à le dire aussi abruptement. Pour autant, c'est fondamentalement vrai, mettre autant de soin à envelopper le produit fini qu'est le livre d'un plastique aussi élitaire, sublimer l'acte commercial par la convocation d'une esthétique aussi pure, bref, donner à ses choix éditoriaux la forme déjà classique des œuvres impérissables. C'est faire l'aveu que le succès commercial est l'objectif premier, et donc que la conviction littéraire, intellectuel, passe après, que le choix éditorial est fondamentalement déterminé par l'anticipation de l'accueil fait au livre et que du coup, la conviction littéraire jouit d'un espace plus restreint chez Albin Michel que dans d'autres maisons. Évidemment, cela ne signifie pas que, rue Huygens, on s'en remette aux commerciaux au moment du choix, certainement pas. Et il va de soi qu'on y publie de remarquables romans retenus sur critères littéraires, mais il n'en est pas moins vrai non plus qu'à la différence du Seuil, par exemple, on ne retiendra pas volontiers un premier roman réputé littéraire sans anticiper un accueil positif de la critique et du public. C'est pourquoi sans doute les mauvaises langues prétendent que le catalogue de littérature étrangère d'Albin Michel est riche en prix Nobel, qui ne publiait plus dans la maison quand les dignitaires de l'Académie suédoise leur décernèrent le prix. Or, chacun sait que l'édition est affaire de longue durée, d'acharnement, de goût partagé, de partage d'enthousiasme, et que le goût du public n'est finalement qu'un obstacle parmi d'autres sur le chemin de la réussite. Ça, c'était pour donner une idée de comment ça marche dans ce bouquin. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Bétourné? Ça veut dire qu'il y a l'aventure intellectuelle d'un jeune type qui commence
avec 2 ans de plus que moi, oui, on travaille mai 68 de façon différente, oui, il traverse à Paris. Donc ce brassage militant, et au point même que quand il commencera de gravir les échelons au seuil, des gens bien intentionnés enverront des lettres anonymes pour dire « Quoi ? Vous savez que ce type a fait les brigades rouges ?» et tout ça. Et en même temps, d'avoir fait, non pas une thèse, mais un DEA ou un truc comme ça, on appelait ça à l'époque, avec Albert Soboul à la Sorbonne, enfin une formation d'historien universitaire. Mais la formation, elle s'arrête très vite quand il y a l'armée, le service militaire, on l'envoie aux archives, et puis ensuite, eh bien, il y a ce tout petit boulot au seuil de lecture de manuscrits, et que très vite, à mesure qu'ils n'ont pas franchi des échelons, mais qu'il y a une direction littéraire pour les documents, direction littéraire pour la troisième, qui est la direction littéraire des... la non-fiction, comme on dirait aujourd'hui, des essais, et les textes politiques. En même temps, c'est l'époque où il va y avoir cet essor, ce qu'on appelle la deuxième gauche, il revient souvent avec une espèce de point d'appui pour Michel Rocard et tout ce qui Delors et tout ce qui gravite là. C'est le moment où Mitterrand accède au pouvoir en 81. Bétourné, il est dans les sphères dirigeantes de l'édition. Ça veut dire que ce qui va faire clasher au seuil, c'est quand Chodkiewicz va laisser la place à ce type qui s'appelle Claude Cherki, et Claude Cherki qu'on verra ensuite dans les années 90 acheter subrepticement des actions au personnel à un prix de 19 € parce que c'était une société par action comme ça qui vivotait, et puis tout d'un coup annoncer que le seuil est vendu à la Martinière, et là lui ses actions maintenant elles valent 90 € et plus 20, donc quelqu'un qui va déjà introduire quelque chose d'énormément grave par la concussion de ce type. Et là, quand Bétourné est viré, il reste au même étage. Ça veut dire qu'il entre chez Fayard comme directeur général. Ensuite, pour synthétiser, ce moment de clash où Hachette le met dehors, mais là, très vite, reprenant pied chez Albin, ce qu'il ne raconte pas dans le livre, c'est que à ce moment-là, Richard Ducousset, dont il parle, a eu un épisode un petit peu lourd de la part de Francis Esménard. Il avait joué la carte avoir quelqu'un qui remplace Richard Ducousset parce que l'autre, pendant 2 ans, était absent, mais quand il est revenu, hop, toi tu dégages le remplaçant. Et ça, je m'en souviens bien d'Olivier mis dehors par Hachette. Ça voulait dire quoi? Moi j'étais bien chez Fayard, il n'y avait pas besoin de partir. Par exemple, Olivier reparle du fait que moi-même j'ai apporté des manus chez Fayard, Thierry Beinstingel, Philippe Vasset, Soren Berlotier. Merci à lui d'en reparler. Et eux trois sont restés chez Fayard. Chez Fayard, l'assistante d'Olivier, c'était Sophie de Closet. C'est avec elle qu'on a travaillé sur Des Who, pas Rolling Stones, mais Des Who, où la réédition de Tous les mots sont adultes. Et Sophie, c'est aujourd'hui celle qui a remonté Fayard, dirige ça de super main. C'est quelqu'un en qui j'ai vraiment une grande confiance aussi. Bon, à ce moment-là, Olivier sentait qu'il hésitait, quoi. C'est-à-dire l'idée de monter sa petite boutique à lui seul. Ou alors, il balançait aussi tout simplement, il avait le réseau pour ça. Et ce réseau, là encore, c'est fascinant. C'est pas du tout un pamphlet, ce livre. C'est les rouages et la technique. C'est le salon de Francfort. Moi aussi, j'y suis allé au salon de Francfort. Par contre, quand vous passez backstage, c'est-à-dire la tradition du cocktail fait par un tel, la traduction du cocktail fait dans la suite de son propre hôtel, mais tout d'un coup, on voit ces tractations et on voit toujours les mêmes gens qu'il y a derrière. Par exemple, Antoine Gallimard traverse très souvent, un petit peu à distance. Il y a de temps en temps, bon, justement, quand il est viré, bon, chacun, ils font le tour et on déjeune avec ces gens-là. Mais par exemple, quand le seuil est bradé par Cherki pour être vendu à la Martinière, on voit bien Gallimard qui vient de récupérer Flammarion, qui comptait bien récupérer aussi le seuil, fabriquer ce gros groupe à partir d'entités solides comme ça, des gens comme Teresa Crémisi qui partent chez Flammarion. Enfin, on voit tout ce jeu de chaises musicales permanent, et
en petit monde, et tout d'un coup, on a la mécanique de ce jeu. Olivier, donc, finalement, rentre chez Albin Michel, et 3 ans après, donc c'est le moment où Albin Michel, tout s'est défait, tout est... Il y a ce truc de placardisation, mais on les voit tout le temps à l'œuvre, toutes ces placardisations qui se tournent. Et c'est le moment où Bétournet se voit proposer la présidence du Seuil. Et là aussi, moi, je suis, depuis 3 livres publiés au Seuil. Bon, ça, c'est le contexte. Pour moi, ce que je revis à travers ce livre, c'est l'histoire de mes propres ruptures, cassures. C'est-à-dire, Minuit, qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Et ce rapport avec Jérôme Lindon, quasiment aussi... avoir le même âge que ses propres enfants, ou des amitiés fortes comme Jean Rouault et Schnoz, etc. Quelque chose qui soude, évidemment, mais qui soude dans un esprit de maison, avec ses clôtures, ses frontières. Et puis, je crois que la première, par exemple, ça a été Marine Diaye. Personne d'entre nous, à l'époque, avait compris que Jérôme Lindon, c'était une stratégie qui reproduisait avec tout le monde. C'est-à-dire, je te prends un livre, et ben, je te prends pas le deuxième. Comme ça, tu te remets au travail, et tu vas t'y remettre avec plus d'intensité. Moi, il m'a fait le coup. Il a fait le coup à plein d'autres. Mais Marine Diaye, non, elle l'a publié chez POL. Donc, chez POL, ça fonctionne, ça marche. Simplement, elle avait un contrat de suite chez Minuit, donc le livre qu'il lui avait refusé. Ok, tu le publies ailleurs, et il va le saborder. Il va le publier en plein mois de juin pour lui dire après, vous voyez qu'il ne s'est pas vendu votre livre. Le livre publié chez POL, je crois que ça s'appelait Comédie classique, un livre merveilleux de Marine Diaye. C'était de lui dire, vous voyez, ça a marché, mais sur de fausses bases. Et moi, ça s'est passé plus tard vers 90, 91, mais ça a été progressif. Il y avait ce texte qui pour moi était totalement nécessaire, totalement vital. Ça travaillait sur 3 suicides de copains proches, mais justement juxtaposé aussi, réinstallé dans mon coin natal, alors qu'a priori ça s'était passé ailleurs. Donc pour moi, toutes les constructions narratives, fictionnelles, étaient dans ce texte ramassé, un travail par fugue de 3 récits qui avançaient comme ça. J'ai la prétention qu'il tient en plus, et qu'à chaque fois que j'essayais de faire une autre version pour mieux convenir à Lindon, c'est la première qui réémergeait, qui se réimposait. Il y a plein de paratextes avec les enterrements dans Karamazov, les enterrements dans Joyce, les enterrements Flaubert, suite sa sœur, etc., etc. Pour moi, c'était un travail littéraire, point. Et Lindon, non, c'est pas un roman. Or, justement, c'est quoi le premier axiome du roman, sinon de se faire passer pour vrai? Donc, 3 fois, il me refuse l'enterrement. Un point, ça a été me dire, je serai vous, j'arrêterai d'écrire. Et là, tout d'un coup, tu as une espèce de rétraction. Tu te dis, mais qu'est-ce qui veut m'enlever? Donc tu te dis, je joue ma peau, mais je n'ai pas à lui laisser décider de ce qui joue ma peau. Et là, c'est Pierre Michon. Les Vies minuscules, c'était paru en 84. Tout de suite, moi, j'ai ce réflexe. C'est un libraire à Marseille, un gars qui s'appelait Didier Pignari. Moi, j'étais à la Villa Médicis à ce moment-là. Il me donne Les Vies minuscules. Il me dit, prends ce livre et on verra bien si demain tu viens pas me le payer. Alors, le lendemain, je suis revenu, je lui ai payé. Et j'ai écrit à Michon, au bon soin des éditions Gallimard. Et c'est là, sur cette histoire de l'enterrement, elle me dit, viens chez Verdier. Lui, Verdier, c'était quoi? Vie minuscule, ok, mais il s'en était vendu 300 exemplaires. Gallimard, non, c'est fini, monsieur. Et il avait ces textes là, qui ont fait donc la vie de Joseph Roulin, ce facteur d'Arles qui sert de modèle à Van Gogh, publié en jaune dans cette collection Verdier par ce type qui s'appelait Gérard Bobillet, ancien Mao, lui aussi. Et dit, viens chez Verdier. Je fais connaissance avec ces types-là, et là, effectivement, l'enterrement, temps machine, prison, etc. Ça a été 10 ans essentiels, justement parce que je trouvais comment il y avait autre chose à faire que la question du roman. Comment tu te frites avec la réalité tout en restant dans la littérature. Bon, j'insiste pas là-dessus, c'est de Bétournet qu'il est question, c'est pas de moi. Et puis, depuis 83, depuis justement même avant la Villa Médicis, depuis ce séjour à Marseille, où j'étais dans le truc de dire, si je veux travailler sur mon adolescence, si je veux travailler sur ce qui m'a fondé, sur ce qui fait que je ne suis pas un intellectuel aussi.
Je dois travailler sur le rock. Et les Rolling Stones, j'ai commencé d'accumuler systématiquement, pendant 10 ans, toute la documentation que je pouvais trouver. Et c'est-à-dire que là où moi, mon adolescence, il n'y a rien de documenté. Je n'ai même pas de photos de moi sur mon Solex, ni rien. J'ai plus mon Tepaz d'électrophone. Non, mais pour eux, ces types-là, les grands frères avec 10 ans de plus, de leurs 16 ans jusqu'à leurs 40 ans, le moindre fait et geste, le moindre témoin, tout ça, tout est collectable. On avait une espèce de chantier de fouilles archéologiques qui traverse aussi mai 68, etc., etc. Et là, quand je parle, au départ, ça devait être juste une espèce d'hommage à Keith Richards. Et là, j'en parle à Verdier, et Bobillet me dit, c'est un truc de petit bourge. Et là, pareil. Tu prends le petit bourge dans la gueule, et tu te dis, là encore, tout d'un coup, cette rétraction. C'est-à-dire, ouais, ce truc-là, c'est ce que j'ai à faire. Et après, tu le fais. C'est-à-dire, avec Bétourné, on l'a vécu ensemble. C'est-à-dire, le bouquin, il sort. Ah, tu parles du rock'n'roll. Bah, t'es pas dans le monde des livres. T'es dans le portrait, avec le jour où ça parle des disques et de la musique. Pareil, je laisse tomber. Mais là, c'est encore Michon. Il me dit, viens voir Bétourné. Michon, bon, c'est quelqu'un qui est un grand, un absolu grand. Simplement, les absolus grands, il faut bien qu'ils vivent comme les autres. Donc Pierre toujours été avec cette espèce d'aristocratie de grand seigneur, mais avec toujours la distance qu'il faut. Et il avait signé avec Fayard, Fayard qui n'était pas un lieu d'auteur de littérature, même si Claude Durand, traducteur de Cent ans de solitude de Garcia Marquez, etc., mais c'était pas dans le jeu contemporain, comme pouvait l'être Minuit ou POL, ou même Le Seuil avec Denis Roche, qui sort pas tellement grandi du livre de Bétourné. Et Pierre donc avait simplement signé, je suppose assez cher, puisque j'ai tout chez moi, sur un recueil de l'ensemble de ses articles, textes de circonstances, conf, etc. Et c'est ce livre qui s'appelle, gros livre, qui s'appelle « Le roi vient quand il veut », et paradoxalement, parce que Pierre prend son temps, ça sortira justement chez Albin, pas chez Fayard. Première fois, quand je me suis retrouvé, justement, il y avait Claude Durand, cette première fois. C'est quasiment, j'ai dû le revoir ensuite 2 fois brièvement dans son bureau, Durand. Moi, j'avais affaire à Bétourné, mais la première fois, on a déjeuné ensemble. En fait, Claude est rentré assez rapido chez Fayard, et je vois qu'avec Bétourné, on marchait dans la rue. En gros, c'est en marchant dans la rue que a commencé vraiment cette espèce de soudure. La première soudure, elle s'est faite sur les Rolling Stones. Donc j'ai dit, mais je sais que j'avais compris que pour ce bouquin-là, par exemple, si je devais parler de John Lennon, John Lennon, a priori, tu mets le mot John Lennon dans une phrase, tout le monde sait qui c'est John Lennon. Peut-être même aujourd'hui encore ou encore plus. Et par contre, moi, même si je mettais un mot comme Chuck Berry, comme John Lennon, il fallait qu'absolument le livre soit autoporteur. C'est-à-dire que le livre intègre à chaque fois, fractalement, une petite image de qui était ce personnage. Justement, là encore, comme ce que j'aime, je mets au plus haut chez Saint-Simon. Et j'ai dit, mais c'est dingue, parce qu'alors le livre va faire 1000 pages. Et Olivier qui me dit, ben, faites le livre de 1000 pages. Et on était en 1996, il me dit, d'abord, prenez 1 an pour écrire, je vous paye. Bon, après, c'est des avances sur droit. Ça aussi, c'est des choses que peut-être Olivier, trop pris par ces rouages-là, ne développe pas suffisamment. C'est-à-dire comment ce travail, enfin, si j'avais eu dialogue avec lui sur le Manus, je crois que c'est ça que je lui aurais demandé. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'il avait créé, un petit peu, en tout cas, lui, se battait pour ça. Là où je pense qu'il a eu, avec pas mal d'entre nous, comportement vraiment novateur, quelque part. C'est-à-dire, on vous salarie pendant 1 an, c'est pas lourd, tu vois, quelque chose genre 1800 balles par mois, mais ça fait 20 000 sur l'année. Après, l'autre année, tu te débrouilles. Mais en attendant, tu auras fait des trucs avec Arte, avec France Q, etc. Et puis, 20 000 d'avance sur livre, ça fait quoi? Ça fait 14 000 exemplaires. Mais à l'époque, c'était jouable. Par contre,
très très vite, dans les 10 dernières années en tout cas, on a vu cette courbe qui tombait. Donc l'éditeur salariant 1 an sur 2 l'auteur, c'est un système qui n'était plus tenable pour eux. Et ces changements structurels, je pense qu'il aurait dû peut-être plus les développer. Peu importe. Et là, en discutant aussi, Fayard venait de racheter cette petite collection qui s'appelait Les 1001 pages. C'est des petits livres à 2 euros. Mais, donc ils avaient racheté ça parce que ce truc se cassait la gueule. C'est pas, il y avait, à l'intérieur, tu trouvais des fleurs du mal, des machins, mais c'était rien, quoi. Et là, Olivier dit, mais dans cette idée de livre à 2 euros, est-ce qu'on pourrait pas en faire un labo de littérature contemporaine? Et là, moi, j'avais déjà commencé avec Remunette, on avait des jeunes auteurs, on en avait plein, une revue, etc. Je dis, ok, on va les attraper, les auteurs. C'est là où j'ai commencé à lui parler, justement, des Stingel, des Vassé, etc., et d'autres. Et on commence à réfléchir à cette chose-là. C'était pas les seuls, d'ailleurs. Par exemple, ça, c'était chez Nathan, ce petit livre de Bergogneau, Aimer la grammaire. C'était fait pour être vendu 5 francs. On avait tous ça dans la tête. C'est le moment où commence cette restructuration de la lecture qui fait que la lecture n'est plus un indispensable. Même si nous, on le vit autrement. Qu'est-ce que ça change? Donc il fallait se bagarrer, installer d'autres espaces. Et bon, là, justement, peut-être aussi parce que entre Bétourné et Claude Durand, il y a eu cette affaire Renaud-Camus. C'est-à-dire, Fayard publie un livre notoirement antisémite, comme Gallimard avec son Richard Millet, etc. Ces instances de l'intellectuel sont tellement à côté de Bétourné. Lui était en opposition à cette publication, et Claude Durand fait en sorte, ou lui demande, en fait, c'est assez passionnant, là, ces choses dans le bouquin, parce que chaque fois il en tire des axiomes de comportement dans ces instances-là. C'est-à-dire, oui, tu acceptes de porter la charge politique d'une erreur de la maison, dont tu n'es pas responsable. Et c'est toi qui prends les missiles dans la tronche. Donc c'est un petit peu ça qui a aussi fait que l'aventure 1001 pages a été volatilisée. Mais pour moi, ça ne s'est pas volatilisé. Je travaillais sur quoi? J'avais donné comme exemple à Bétourné, j'avais une 60aine de pages qui étaient une espèce de polycope que je donnais quand j'étais avec des profs, j'appelais ça la méthode de Tramelan. Tramelan, c'était en Suisse. J'avais fait un stage avec des profs de français, de Suisse germanophone. Et c'était formidable. C'est la première fois que j'avais rédigé ces choses pour qu'ils aient une trace. Bon. Et je dis, mais ça, on peut le publier. Alors, il me dit, non, bon, on ne peut pas le publier en 1001 nuits. Et si on en faisait un bouquin standard? C'est devenu Tous les mots sont adultes. Ça, c'était l'esprit Fayard. Et l'esprit, c'est quoi un éditeur? C'est-à-dire, à ce moment-là, je commence à travailler sur des ou parce que Charles Tangeman en Lorraine me dit, tiens, regarde ces articles de journaux, il y avait des suicides, il y avait des reconversions, il y avait des trucs de fric louches. Il dit, écoute, on prend la bagnole, on va y voir. Et on commence à découvrir ça, je commence à prendre des notes, et puis arriver à Bétourné avec quoi? Ces 5-6 pages de notes, et dire, là, il y a de quoi faire un livre. Et le gars, il te dit, oui, on y va, on le fait. Et je pense que cette espèce d'autorisation, elle est déjà dans la projection du livre dans un espace. Tu peux mentalement construire ton projet parce que tu n'es pas simplement dans le manuscrit, tu es dans l'expérience de terrain, préparation qui se joue dans l'assemblage des formes, la perception de ces formes et ce que tu projettes au dehors. Inversement, j'étais dans un gros projet aussi où je travaillais beaucoup sur les articles de journaux, je les stockais. C'est une manière aussi d'inventorier, d'attraper le numérique. Je fabriquais des gros fichiers Word que j'ai toujours. Je fais ça pendant 4 ou 5 ans, des fichiers Word de 1500 pages, accumulant des articles. Et c'est plein d'histoires, de condensés. Donc on pouvait faire là-dedans des mash-ups, des parcours, etc. Et là je lui dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire, une sorte d'état du monde. Bétourné, c'est quand même celui qui a publié La misère du monde avec Bourdieu au Seuil, avant d'être là aussi lourdé. Et là, dit non. Bon, c'est cette complexité-là qui est évidemment le nerf de cette relation éditeur. Il quitte Fayard, Lourdet parachète. Des copains restent chez Fayard. Moi, là, j'ai pas eu d'hésitation. Bétourné s'en va, je reste avec Bétourné. Il se retrouve chez Albin.
Et dans ce moment-là, ça a aussi été une période où, justement, dans cette maison, le seuil là qu'on voit se désagréger, tout le temps chamboulé avec des agents extérieurs qui placent personnel et tout ça, la direction venait d'en être confiée à Laure Adler, avec une équipe solide. Bernard Comment, que je connaissais déjà de France Culture, et Martine Sada, par exemple, la compagne de Pascal Quignard, personnalité peut-être souterraine, mais qu'une femme de générosité, de lumière dans tout ça. Et Laure me fait venir au seuil, mais moi, j'avais plus d'éditeur à ce moment-là. Et me disant, eh bien, si tu n'as pas de livre à toi, qu'est-ce que tu dirais de faire une collection? Et là, ça a commencé quelque chose qui pour moi, toujours ressenti avec douleur après, parce que on commence à publier quelques bouquins et tout d'un coup, je découvre le seuil, c'est-à-dire les vexations immédiates, où tu t'assois, tu n'as pas le droit de prendre cette chaise. La machine à café, tu n'as pas le droit de prendre le café. Et découvrir aussi qui étaient ces éditeurs dans ces grands couloirs où personne n'avait d'ordi, où tout le monde marchait avec les secrétaires, les stagiaires, ça s'est encore aggravé depuis, mais des figures qui se pensent historiques parce que je suis un tel, j'ai publié un tel. Et donc il y a cette espèce d'hostilité qui se fabrique. Alors ce que tu découvres dans ce bouquin-là, c'est que si tu acceptes ce genre de combat, parce que tu crois à cette sphère intellectuelle, comme il le dit, à ce moment-là, tu peux le mener, le combat. Moi, cette sphère intellectuelle, elle ne m'intéressait pas. Donc, je n'avais pas envie d'une position de combat. Et je suis content des textes qu'on a commencé à publier. Ça, ce boulot, j'aimais ça, discuter avec les auteurs et tout ça. En même temps, j'ai prouvé la contradiction de ça. Je ne suis pas éditeur, je suis auteur, et tu passes pas d'un côté à l'autre comme ça. Je peux être publieur, conseiller, mais en l'occurrence, quand il faut se battre, c'est où? C'est dans les réunions de représentants, ces machins-là. Ça, j'étais pas armé du tout pour ça. Et puis, Laure Adler se fait blackbouler, c'est un type qui vient de l'Express, Denis Jambard, donc lui, il faut faire virer tous les frais inutiles. En gros, bon, ta collection, tu ripes sur le côté, et tu te retrouves comme ça. Alors, évidemment, il y a des gens réglo comme Bernard Comment, et Martine Sada, heureusement, là, il y a, ou celle que j'appelais marcheur solitaire, celle qui faisait dans l'intérieur de la maison marcher tous ça, mais de façon anonyme, elle se reconnaîtra. Bon, en tout cas, ensuite j'ai eu le départ au Québec, et cette collection arrêtée, c'était quelque chose où tu disais, hein, qu'est-ce que tu as loupé? Et toi, où tu en es, où vont être tes bouquins? Et c'est cette période où, à la fois, j'avais ces livres chez Albin, donc on a sorti le Bob Dylan, on a sorti le Led Zeppelin, mais tu te rends compte que, évidemment, tu es celui qui te tient chez Albin est placardisé. Qu'est-ce que toi, tu viens faire dans cette boutique? Et ce que tu as donné, c'est des choses qui leur appartiennent par contrat jusqu'à 70 ans après ta mort. Et ça, plus jamais, quoi. Et pourtant, c'est quand la relation se dissout avec l'espèce de ventre industriel qui, lui, continue avec ses jeux de pouvoir, avec ces trucs comme ça, toi, t'es éjecté, mais tes bouquins, ils ne sont même plus accessibles. Au point que, pour moi, ce qui sera le plus comique ou le plus pathétique de l'aventure Albin, c'est que quand Dylan aura le Nobel, le bouquin est réimprimé. On aurait pu me dire, tiens, t'as pas des corrections, des ajustements, on peut faire une petite postface. Quand on a réédité le Stones en poche avec Fayard, j'ai fait une postface que j'ai pu réaménager. Mais j'ai même pas eu un mail de ces gens-là en 2 ans, 3 ans. Et quand ils rééditent le livre, ils mettent prix Nobel de littérature 2016. Et qui a le prix Nobel de littérature? François Bon, prix Nobel de littérature. Alors, revenu du Québec en 2010, c'est ce que j'ai retrouvé mon Bétourné. C'est mon premier livre après le livre. Là, c'est un bouquin, par exemple, qu'en ce moment, j'aimerais tellement reprendre. C'est-à-dire, la mutation numérique, elle continue. Mais oui, mais le livre appartient au Seuil. J'ai même plus de contact. Est-ce que je peux même redemander les droits de ce livre? On m'enverra balader. Et alors que la mutation numérique du livre en 2010 et là où c'en est maintenant, je pense qu'on a tous appris énormément. Il y a de quoi. Non, mais le livre, c'est définitif. C'est une marchandise. Tu peux en écrire un deuxième. Ouais, pourquoi pas. Mais vous voyez, cette logique-là
Par contre, elle se réinvente, mais dans les rouages de ces structures finissantes, ça ne peut pas se réinventer. Ça ne peut pas se réinventer chez eux. Et alors j'ai eu, par exemple, Autobiographie des objets, c'est bien, tu te fais un livre où pour toi c'est comment tu affrontes, tu en perçois. Alors c'est bien, tu fais un livre, tu t'aperçois en cours de route que ce dont tu es en train de traiter, c'est du début de l'Alzheimer de ta mère. De quoi tu parles? Et qu'est-ce que tu échanges quand tu fais un contrat? Tu fais un contrat sur... Non, mais ce paradoxe-là n'est pas assumable. Et donc, là encore, ce livre, maintenant, il est, j'allais dire, dans une morgue. C'est pas le cas. Mais on nous impose pas une spoliation, mais une séparation. Puis, parlons pas de ce qui a suivi avec mon essai sur Proust, alors que j'étais tellement fier de cet essai-là. Mais oui, j'ai glissé sur du perso parce que toute cette troisième partie, là, par contre, du livre, c'est-à-dire si je mets première partie, son aventure au seuil, ensuite les deux aventures Fayard et Albin, et puis ensuite son aventure comme président du seuil. Et donc c'est la première fois qu'un type président d'une maison d'édition de ce gabarit, mais en même temps avec ces jeux, ces spoliations, ce Lamartinière qui commence à le dépeçage par l'eau, quoi, vendre volumen, le rôle de la distribution pour une maison d'édition. C'est là où tu gagnes des sous pour publier les livres. Donc le banquier qui veut des sous, il va commencer par dépecer et revendre ou s'approprier ce qui est l'étage de la distribution. Ensuite, il y avait un autre étage qui est ce jeu de maison d'édition avec sa collection de poches. La maison de poche, point en l'occurrence, qui devient autonome. Là, c'est pareil, j'ai 7 livres chez eux avec les 7 petits Lovecraft. Ça fait, si j'ai eu un email en juin dernier, on me dit que ce serait bien, peut-être qu'un jour on se revoit. Mais Point est devenu autonome et à un moment donné, le banquier vend Point, s'en sépare parce que il reste plus que justement ce qui a de la valeur symbolique, mais qui génère plus suffisamment de sous. Et à ce moment-là, ça a été le dernier bradage, le seuil, vendu à un truc qui s'appelle Média Participation, qui en fait est le holding qui a fait fortune avec Astérix, Dargo et la bande dessinée. Et c'est peut-être pour ça que c'est étrange ce livre, parce qu'on voit toute cette machine financière qui s'accroche à des instances où, pour elle, il s'agit de sauver les meubles. Donc on dépece, mais ce dépeçage, ce qui se vend, en fait, c'est pas le business qui est dedans, c'est ce qui reste de valeur symbolique dont on peut encore hériter, indépendamment d'un business qui fonctionne, point, ça marche bien, volumen de la distribution, ça marche bien, mais qui n'a plus de valeur en soi, puisque précisément, ce qui faisait l'aventure, c'était l'importance du jeu intellectuel, l'importance du jeu de la pensée dans la société. Bon, évidemment, le seuil n'en est plus dépositaire, c'est cruel. Fayard, peut-être maintient beaucoup plus cette ligne encore. Je m'arrête là, c'est déjà long. Moi, j'ai lu le bouquin en 24 heures. Je pense que c'est ça simplement que j'avais à dire. C'est-à-dire, tu te dis, ce type, j'ai épousé ses ruptures alors que je ne me rendais même pas compte des conflits de pouvoir et d'intérêt qu'il affrontait dans les heures où j'étais pas avec lui. Mais quand on était dans son bureau, c'était comme dans le bureau de Lindon, comme dans le bistrot avec Bobillet, on réinvente des mondes. Et tu ignores le reste. Et on te laisse dans l'ignorance. Et puis à un moment donné, la réalité prend le dessus et t'emporte. Et de Fayard à Albin Michel, d'Albin Michel au seuil, s'être dit, sans aucune hésitation, c'est pas une dette, c'est pas dire je dois à Bétourné ces grands bonheurs de 96 à 2004 où on a fait un boulot complètement dingue avec tous les mots sont adultes, Rolling Stones, The Who, c'est dire, et puis qu'on a continué après chez Albin dans des conditions beaucoup plus, j'allais dire, précaires, c'est pas le cas, même financièrement, mais sans cette instance du symbole intellectuel de la maison d'édition. Ou c'est même pas, vous voyez, une espèce de fidélité. C'est dire,
c'est logique. Je suis avec Bétourné, point à la ligne. Il fait ça, je dis merde avec lui. Fayard te fiche dehors, je ne peux pas rester chez Fayard si toi tu n'y es plus. De chez Albin, je te fais confiance. Et on fera le Bob Dylan chez Albin. Et puis, au Seuil, par contre, peut-être j'aurais dû peut-être plus être alerté par ce que j'avais pas perçu quand j'avais cette collection du temps de Laura Adler et de la transition Jean Bart. C'est-à-dire que ce petit monde confiné de hiérarchie, de tripatouillage, pas les gens que j'ai cités, en tout cas surtout pas Bernard Comment ni Martin Sada, mais se dire, est-ce que Bétourné, c'est pas qu'il n'ait pas l'étoffe pour sauver ça, il a prouvé, même avec Volodine, etc., qu'il avait le poids suffisant pour tenir son truc. Mais simplement, le mouvement d'avalement est beaucoup trop dur. Le mouvement d'avalement, et comment toi tu joues ta peau. Et là, je me souviens combien de fois avec Olivier, à chaque fois qu'on finissait de bouffer, il disait ouais, je vais y aller sur Twitter, je vais y aller sur Twitter. Parce que il y a un moment donné, c'est ça aussi quand vous êtes dans le monde du web ou le monde US, vous voyez que des gros gabarits, ils font le job même minuscule. Et le job même minuscule, ça peut être un tweet, une image, un truc. C'est simplement que cette part du débat intellectuel, on ne la confie pas. Elle ne peut pas marcher via ces trucs-là qui sont toujours avec Le Monde et Livre Hebdo. D'ailleurs, Livre Hebdo, le syndicat national de l'édition, là, est en train de le liquider, a liquidé la version papier, a foutu la moitié du monde en l'air, y compris les correcteurs, etc. C'est atroce. Quand je dis cruel, c'est cruel. Mais derrière cette cruauté, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation et que ce que nous, on est en train d'installer sur le numérique, on commence à trouver les marques, où on commence à être capable de fabriquer des bouquins, je dirais, qui ont les mêmes caractéristiques techniques de qualité que ce qu'on aurait été incapable de faire dans le cadre de l'édition traditionnelle. Qui m'a appris la compo ? Pas la compo, c'est pas le Express, tout ça, j'aurais jamais fait. InDesign, je sais plus m'en servir. Je fais tout avec du Word, mais c'est pas l'outil, c'est pas le logiciel. Le logiciel, on s'en fout. C'est comment tu composes une page, comment tu composes une marge. Et moi, c'est un gars qui travaillait avec Jérôme Lindon, qui s'appelait Jérôme aussi, Capdenac. C'est ce monde-là qui est parti et qui n'a pas su se dire, à un moment donné, c'est sur le web qu'il faut venir. J'arrête. Je suis très heureux que Bétourné, Olivier, La vie comme un livre, soit passé à travers ce dernier coup de pied au cul qu'il a pris, d'être lourdé du seuil violemment. Et c'est totalement terrible de voir comment cette maison est soumise à ce dépeçage par des jeux financiers, vente par lot. Alors que, c'est quoi les auteurs là que j'ai du seuil, mais qu'en même temps, ce n'est qu'un symptôme. Parce que ce symptôme, il est simplement la forme émergée de ce qui est la mutation numérique de l'écrit. Où on se bagarre ? Comment on se bagarre ? Vers où on se bagarre ? Comment on transmet ? Comment on s'y prend pour transmettre ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qui a payé ma caméra ? Qui a payé mon micro ? Qui a payé mon nouvel ordi ? On se démerde pour le faire. Parce que la littérature, pour nous, il y en a besoin. Avant, on ne se posait pas de questions. Il y avait des maisons pour ça. Et là, on voit ces 30 ans d'histoire qui se fissurent, qui s'écroulent. Super content que lui ne se soit pas écroulé. On ait au moins ce bouquin pour faire trace. La vidéo va s'appeler, mais vous le savez déjà, l'édition est dedans.